Merci beaucoup après cette introduction intimidante. Merci beaucoup Jean pour cette invitation. Merci au journal Le Monde et à l'association. Alors pour commencer, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, j'aimerais pouvoir affirmer que je n'ai pas d'ennemis. Mais tout de suite, je me dis que ça ne serait pas une qualité en fait. Ce serait plutôt le signe d'un manque de lucidité, ou pire, si vraiment je n'avais aucun ennemi, l'expression peut-être d'un luxe, d'une vie préservée, particulièrement privilégiée, ou bien, peut-être encore pire, d'une faiblesse de ma pensée, de mon engagement, du peu d'intérêt au fond, du peu de vigueur de ce que je fais. Surtout, moi comme d'autres, je crois que nous ressentons une sorte de peur viscérale à l'idée d'exister sans ennemis. C'est la peur à la fois de ne pas bien me connaître, de ne pas bien savoir me définir, me situer socialement, de la peur de ne pas bien nous connaître, de ne pas savoir qui nous sommes, de ne pas être lucide sur ce que nous sommes, sur notre position dans le jeu social ou dans le jeu diplomatique. Mais surtout, je crois que c'est la peur de nous retrouver impuissants, incapables de lutter, comme si l'existence de l'ennemi nous délivrait toujours la puissance d'être nous et nous accordait une sorte de grâce, la force d'agir et l'énergie nécessaire au combat. Ben, c'est cette crainte-là que je souhaiterais contester aujourd'hui devant vous et avec vous. Au fond, je crois qu'il est plus puissant de parvenir à exister, moi et nous, individuellement et collectivement, sans ennemis. Et je crois que loin de nous empêcher de soutenir nos luttes, le refus têtu, obstiné de se donner des ennemis, et en particulier on va en parler des ennemis existentiels, fondamentaux, profonds, je crois que cela rend plus précis, plus juste et plus tenace dans l'adversité, dans le combat. Alors d'abord, j'ai commencé à parler d'ennemis, c'est le thème dont vous allez entendre parler pendant 3 jours. Alors des ennemis, oui, mais qui? Il faut d'abord faire une petite typologie pour en avoir en tête. Il me semble qu'on peut penser en premier à l'ennemi personnel. L'ennemi personnel, c'est le rival d'enfance, de cours de récréation, parfois, qui peut devenir littéralement le frère ennemi, comme dans ce très beau roman de Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, un roman qui s'appelle Le Maître de Ballantrae, et qui raconte, au travers de toute une vie, la rivalité qui devient une sorte d'hostilité fondamentale entre 2 frères. Un frère qui n'a jamais de nom, le maître, qui est très séduisant, qui est une figure un peu diabolique, mais très séduisante, et le personnage de son frère, un peu effacé, profondément bon et juste, et leur haine va se déployer sur toute la surface du globe. On va passer des Indes aux Amériques. Et le Maître de Ballantrae est un des plus beaux récits romanesques de la constitution d'une hostilité fondamentale, personnelle, ancrée dans l'enfance. Mais c'est aussi, si on pense aux cultures populaires, il y a un terme qui peut être pratique pour arriver à cristalliser tout ça. C'est ce qu'on appelle dans la culture des comics américains l'arch-ennemi, l'archi-ennemi, si vous voulez. L'archi-ennemi, c'est Lex Luthor pour Superman. Vous savez, c'est cette espèce d'antagoniste que chaque héros, chaque super-héros, dans ce type de mythe moderne que sont les comics américains, est censé trouver. Et que, inlassablement, le héros va vaincre, qui, inlassablement, va revenir. Bien, par généralisation, cet ennemi personnel, qui est ancré dans l'histoire personnelle, en général dans un récit d'enfance, de traumatisme d'enfance, cet ennemi personnel va parfois se métamorphoser en ennemi personnifié et non plus personnel. C'est l'ennemi avec un grand E. L'ennemi avec un grand E, c'est une des traductions possibles du terme hébreu qui est censé désigner Satan, par exemple, l'ennemi. Plus largement, dans de multiples cultures humaines, cet ennemi personnifié, ce sont un ensemble de démons tentateurs et diviseurs. Et cet ennemi personnifié, ça devient alors très souvent un ennemi intérieur, qui peut se faufiler en moi, qui peut se faufiler en nous. C'est plus comme l'ennemi personnel, forcément quelque chose que j'ai en face. C'est quelque chose qui me hante et qui va venir en moi, à l'intérieur de ma psyché, à l'intérieur de mon esprit. Et puis à mesure qu'il gagne en abstraction, cet ennemi devient parfois impersonnel. Alors il est apparenté à ce qu'on pourrait appeler une substance ou une essence. Je sais pas, l'ennemi dans le poème de Baudelaire, par exemple, c'est le temps, c'est l'ennui en général. Et à ce degré de généralité, l'ennemi, ça peut être le mal, ça peut être la bêtise, ça peut être la faiblesse, l'hypocrisie, un certain nombre de valeurs ou de contre-valeurs morales. On croit se sortir de cette manière-là de la personnification de l'ennemi en insistant sur le fait que, en fait, attention, on ne se donne pas pour véritable ennemi un individu particulier, une personne, ni un groupe d'individus, ou un peuple, mais un principe qu'on combat en eux autant qu'en nous. À mon sens, comme je vais tâcher de l'expliquer ici, on ne s'en représente pas moins un ou plusieurs ennemis incarnés. Et on continue alors de penser à quelqu'un
en fait, quand on prétend diriger toute notre hostilité contre quelque chose. Pour échapper à cette critique, parfois, si on monte en généralité, vous voyez, on va se représenter un ennemi institutionnel, un ennemi institutionnalisé. L'ennemi, c'est un État, ou c'est l'État en général, si on est anarchiste, par exemple. C'est une religion, ou c'est la religion en général qu'on se donne pour ennemi. Et puis, dans un dernier effort d'abstraction en général, on peut essayer d'en arriver à un ennemi, pas seulement institutionnel, mais structurel. On va parler d'ennemi structurel. C'est le capitalisme, c'est le colonialisme, c'est le patriarcat, c'est la domination ou l'exploitation en général. Mais ce que j'aimerais qu'on se représente, c'est que même lorsqu'on prend toutes ces précautions oratoires pour dégager, vous voyez, une idée d'ennemi personnel, incarné, individualisé, en fait, on conserve la même forme de l'hostilité. On en déplace seulement l'objet. Quelle est cette forme générale de l'hostilité ? Il me semble qu'elle apparaît d'autant mieux quand on maximalise l'hostilité et qu'on se met à parler de ce qu'on appelle un ennemi existentiel. Il me semble, peut-être, qu'on reconnaît les périodes les plus violentes à ce qu'on se met à y employer de plus en plus cette expression. On se découvre des ennemis existentiels. Et, il faut le remarquer, c'est de nouveau le cas ces temps-ci. Il faut prêter l'oreille, nous entendre parler, et nous entendre parler en termes philosophiques de lutte politique et militaire aujourd'hui. Nos États, nos institutions, un peu partout, se redécouvrent des ennemis existentiels. Des individus, des groupes, des peuples, qui seraient nos ennemis existentiels. Ces ennemis-là, en général, dans cette rhétorique, sont censés à la fois menacer notre existence et, en même temps, la conditionner, et peut-être même la permettre, puisqu'ils nous permettraient de définir en négatif ce que nous sommes, notre identité et nos, entre guillemets, valeurs. Mais un ennemi, à vrai dire, est toujours au moins un petit peu existentialisé, même quand il n'est pas existentiel. Pourquoi ? Parce que, c'est ce que j'aimerais qu'on essaye de se représenter ensemble, il me semble que l'ennemi provient toujours d'une étrange opération, assez difficile à décrypter, qui est une opération de confusion affective, des affects, politique, des intérêts, et métaphysique, des grandes représentations du monde, de ce que doit être le monde ou la société. Face à un ennemi cohabitent en effet toujours, je crois, des questions de principe, des luttes d'intérêts et des réactions épidermiques, sensibles, physiques. Ainsi, la plupart de nos grandes hostilités s'enracinent dans un dégoût profond pour quelques êtres auxquels on va prêter les pires vices. L'hypocrisie, la lâcheté, le caractère sournois. On dit « Ah, je les connais, ceux-là », en se représentant toute une galerie de mauvaises personnes qu'on a croisées au moins une fois au cours de sa vie. Ainsi, la figure de l'ennemi, si on en fait la généalogie personnelle, intime, elle se forme toujours, je crois, à partir d'expériences de première main, mais aussi, c'est là souvent où commence le problème, de seconde main, de récits de famille, des repas, d'anecdotes de proches, et puis de discours médiatiques, plus ou moins biaisés. Il en est ce qu'on pourrait appeler une sorte de glaise, vous voyez, informe, d'agacement, de franche détestation pour une certaine manière de parler, une certaine manière de s'habiller, une certaine morgue, une façon de se conduire. Vous savez, tous ces « tu sais, tu vois de qui je veux parler, tu les connais ». Non seulement à l'égard de personnes, non seulement à l'égard d'actes, mais surtout, c'est ce que je crois, à l'égard de façons de faire. C'est ça qui produit de l'aversion fondamentale. Dans cette boule d'animosité à l'égard de certains, nous nous mettons inconsciemment à sculpter la représentation du type d'homme ou de femme que nous haïssons le plus. Le petit chef, la racaille, le bourgeois, la fille à cheveux bleus, l'homme soja, la victime, le boomer sûr de lui, le laquais du pouvoir, l'héritier, le parvenu. Sa figure va finir par s'imprimer sur toutes nos idées, sur toutes les idées que nous combattons. L'injustice, la domination, l'exploitation, la bêtise. Eh bien, ces idées, au fond, elles ne sont rien sans cette espèce d'organisme monstrueux fabriqué par notre imaginaire, l'ennemi. Inversement, le dégoût profond que nous allons avoir pour tel prédateur, tel salaud, telle ordure qui hante notre esprit, ne donnera jamais naissance à un ennemi au sens fort si on n'en tire pas une idée, une généralité. L'ennemi, au fond, c'est le capitalisme, le patriarcat, le colonialisme. D'autres diront c'est un peuple, une nation, une religion. Il faut donc au moins deux ingrédients pour se fabriquer un ennemi. Il faut du très concret et il faut du très abstrait. Mais bientôt, ces éléments se mélangent. On ne parvient plus très bien à distinguer ce qui vient du très concret, ce qui vient du physique, ce qui vient des affects, et ce qui vient du très abstrait, ce qui vient de la vision du monde. On atteint alors ce que j'appellerais une sorte de point de fusion de l'inimitié,
où la forme du mal prend la gueule de ceux qu'on déteste, et inversement. La gueule de ceux qu'on déteste prend la forme abstraite du mal. C'est un point de fusion qui concentre psychologie, politique et métaphysique dans une sorte de principe existentiel incandescent. C'est des moments où on le sent chez quelqu'un, le moment où on exprime la haine de l'ennemi, est quelque chose de très fort, de très puissant. Bon, c'est normal, après tout, dira-t-on. C'est sain, c'est naturel de se faire des ennemis, c'est humain. On raffermit notre sens du combat. On trouvera, si on le cherche, le goût de l'affrontement un peu partout dans la nature humaine, et en général, quand on essaye de justifier le fait d'avoir des ennemis, on déborde de la nature humaine et on va vers la nature animale, nature en général. Alors, parfois avec une certaine grandiloquence, qui est vaguement informée par l'éthologie, la science du comportement animal, ou informée par des documentaires télévisés sur la faune sauvage, les lions et les gazelles, on va en appeler à l'instinct, un peu vaguement, ou à la lutte pour la vie. Afin de justifier le fait d'avoir un ou plusieurs ennemis existentiels, on peut quand même essayer de conceptualiser un peu plus. On va alors montrer, en citant parfois Nietzsche, que le combat est partout dans la nature. On construit alors une nature humaine, notre nature, ou plus largement une nature animale, une nature tout entière agonistique. Ça vient d'agone, l'affrontement, où ça s'affronte tout le temps. On dira c'est la vie. On sera les épaules, on dit c'est comme ça. Parfois, si on a fait un petit peu d'éthologie, justement, de sciences du comportement, on évoquera l'existence de génocides, même parmi des populations de grands singes qui nous sont proches, chez des chimpanzés, par exemple. On essaiera de naturaliser l'hostilité, accompagnée d'agressivité. On l'expliquera, dans la psychologie dite évolutionniste, on l'expliquera en tant que stratégie adaptative, que des chercheurs qui sont intéressés par le comportement animal vont lier au genre, au statut dans le groupe, chez des mammifères non humains, à la rivalité pour l'accouplement. Comme certains psychologues, évolutionnistes, je pense à quelqu'un comme Sapolsky par exemple, on trouvera toujours de bonnes raisons de montrer que les groupes humains, comme d'autres groupes animaux, pour se former, nécessitent des mécaniques d'exclusion. C'est normal, ils constituent des « eux » afin de raffermir d'autant plus leur « nous ». Pourtant, dans la nature, à vrai dire, on trouvera toujours autant de formes de socialisation, d'appariement par collaboration, par solidarité, par coopération, par amitié, que de rivalité, de concurrence et d'hostilité. Il n'y a pas de quoi trancher sur la nature humaine ou sur la nature animale. Et en vérité, quand on se cherche ainsi une raison profonde, naturelle et animale d'avoir des ennemis, on fait parler, je crois, une peur qui est très culturelle et située historiquement. Cette crainte qui est la nôtre de nous retrouver à court d'ennemis, cette crainte qui hante très nerveusement les gens et les nations, et de plus en plus aujourd'hui, elle tient à une sorte de croyance aux vertus vitales de l'hostilité. Croyance qui est cyclique, pourrait-on dire, dans l'histoire, et qui a particulièrement, je crois, ressurgi depuis quelques décennies. Elle se cristallise dans cette expression d'ennemi existentiel. Alors, l'ennemi existentiel, c'est un terme qui est emprunté au grand juriste et philosophe Carl Schmitt, qui a participé activement aux premières années du régime nazi. Et l'ennemi existentiel, il est censé me déterminer. Ce terme est important, la détermination. Parce qu'en fait, elle porte en elle deux sens, légèrement distincts mais associés. À la fois, l'ennemi existentiel me définit, il me détermine au sens où il me définit, il donne mon contour, ma limite, il me permet de me limiter et de savoir qui je suis, et en même temps, il me donne une puissance d'action, il me détermine au sens où il m'incite à agir et à combattre. C'est intéressant parce qu'il y a un terme qui est passé dans le langage courant aujourd'hui, ou dans l'argot courant, qui est proche de la détermination, c'est le fait d'être déter. Je vais en manif, je suis déter, je me mets en mode déter, être déter. Être déter, c'est être déterminé. Aujourd'hui, à droite comme à gauche, notamment pour soutenir des mouvements de masse dits populistes, les relectures enthousiastes de Carl Schmitt ont fait passer dans notre langage commun cette idée d'ennemi existentiel qui, par l'opposition à eux, constituerait un nous d'autant plus ferme, d'autant plus résolu. Et la volonté viscérale d'abattre l'ennemi nous rendrait déter. Elle nous déterminerait, c'est-à-dire qu'elle nous permettrait de nous définir, de savoir qui nous sommes et de nous donner une agentivité, une capacité d'agir, une capacité d'action, une capacité de lutte en particulier. La volonté viscérale d'abattre l'ennemi nous rendrait déterminés, dans une époque où de toute manière il faut aller au combat, dans quelque camp qu'on soit. On glisse alors sur un vague terrain qu'on qualifie d'ontologique, c'est-à-dire d'ancrer dans l'être même des choses. On estime que l'ennemi est le grand autre sur ce terrain ontologique, ancré dans l'être même des choses.
Ce serait mon contraire. L'ennemi, c'est mon contraire. C'est même mon contraire logique. C'est celui qui s'oppose à moi et auquel je m'oppose en tout point. Dans une sorte de lutte à mort, c'est souvent philosophiquement un lointain souvenir de lecture de Hegel, de ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave, ou du maître et du valet, de la lutte pour la reconnaissance, eh bien, nous nous formerions réciproquement, l'ennemi et moi, ou l'ennemi et nous. Par cette sorte de gigantomachie, vous voyez, cette grande lutte théâtrale de concepts très gros et très graves, moi, l'autre, moi, l'ennemi, nous, l'ennemi, en deçà des vies individuelles, des détails beaucoup trop compliqués de la réalité, l'ennemi devient alors la puissance étrangère qui doit nous permettre de mieux identifier et développer la nôtre. Essayons de débrouiller ce qui me semble considérablement embrouillé par cette notion très séduisante passée dans le langage commun. L'ennemi existentiel, au sens de Carl Schmitt, c'est la maximalisation de ce que porte en lui tout concept d'ennemi, au fond, dont on a parlé au début. Mais si on l'analyse, cette existentialisation de l'ennemi, c'est une opération que je vais qualifier d'abstraite et d'autoritaire, parce qu'elle fusionne d'abord trois champs qu'on a commencé à distinguer. D'abord, il y a le champ psychologique, des affects, des corps, et surtout, comme je vous le disais, des manières, des styles, des formes de vie. C'est le domaine, pourrait-on dire, je propose de qualifier le domaine des aversions. L'aversion, c'est ce qui me repousse et ce que je repousse. C'est le domaine du dégoût. C'est pas tant, me semble-t-il, ce qui caractérise notre rapport à des personnes qu'à des façons de faire, de parler, de se vêtir, de se comporter, de rire. L'aversion est, pourrait-on dire, adverbiale, à la manière de l'adverbe, c'est-à-dire qu'elle concerne des modes d'être, des façons de vivre, des manières qui m'insupportent, qui me hérissent, qui m'agressent et me semblent venir attaquer les miennes. L'aversion, elle est adverbiale, elle est affective, elle est corporelle et elle est singulière. Elle concerne des singularités, des corps singuliers. Le deuxième champ qui est fusionné par l'ennemi existentiel, dans les relectures de Carl Schmitt, c'est celui des positions dans l'espace social, de notre situation et de nos intérêts de groupe, de classe. Des intérêts conflictuels, dans le cadre d'une lutte de classe, de groupes d'intérêts de genre, la classe des femmes, si on reprend un vocabulaire féministe contemporain, et qui concernent, si vous voulez, des intérêts conflictuels qui conduisent à l'émergence d'une adversité, de l'opposition de classes de population. L'adversité, elle est sociale, entre des corps collectifs, et elle relève de la catégorie sociale du particulier, c'est-à-dire plus que l'individu, plus que le singulier, mais moins que le général. L'adversité, elle concerne des genres, des classes, des groupes racialisés, des groupes, des nations. Et puis il y a le troisième champ, celui des idées, celui des visions du monde opposées. Pour aller plus vite, j'appellerais ça mon contraire, ou notre contraire. L'idée qui sert de repoussoir à l'élaboration de notre vision commune du monde, ou de ce qu'on va appeler notre système de valeurs. C'est le principe négatif de ce que je pense, de ce que nous pensons, de ce que je voudrais faire, de ce que nous voudrions faire. Ça peut être la faiblesse, je pense entièrement contre l'idée de faiblesse. Ça peut être le désordre, je pense contre le désordre. Ça peut être la domination, l'inégalité ou l'injustice. En ce sens, la contrariété, elle est logique ou métaphysique, elle est abstraite et elle est générale. Eh bien, l'idée d'ennemi existentiel, ce qu'elle nous promet, et qui est séduisant, c'est qu'elle nous promet de tenir ensemble, mieux, de confondre nos aversions, nos adversaires et nos contraires. Elle nous propose de mêler le psychologique, le social et le métaphysique dans une seule et même patte. C'est une manière de dire, la gueule qui ne me revient pas d'un tel, j'en peux plus de le voir, lui, les intérêts de la bourgeoisie d'affaires française, par exemple, et le système capitaliste, c'est tout un. C'est extrêmement fort comme geste, c'est pas faux. Mais ça fait sauter toutes les étapes intermédiaires, toutes les distinctions entre ces différents champs de force opposés, et ça promet, vous voyez, une sorte de point de fusion exaltant. Surtout à la fin, ça refonde toute l'hostilité sur un terrain primordial, fondamental, qu'on juge existentiel ou ontologique. Et par ce terme, eh bien, on imprime la réalité de l'ennemi dans l'être même des choses. Et l'ennemi en acquiert tout un prestige métaphysique, quasi magique. En embrassant une telle croyance métaphysique, évidemment, on comprend maintenant qu'on prenne peur de se retrouver sans ennemi, dénué d'ennemis. D'abord, on se dit que ça serait hypocrite, puisqu'un ennemi, des ennemis, on en a toujours. Et puis, prétendre faire sans, ce serait effacer nos frontières, ce qui nous définit. Ça signifierait devenir cette espèce d'entité tiède, des flasques, un peu tout, un peu rien, à laquelle, je crois, notre imaginaire assimile l'humanité mondialisée depuis la fin du XXe siècle. C'est le fantôme qui hante notre monde.
La peur d'une humanité libérale, ectoplasmique, à quoi rien ne résisterait, qui prétendrait ne résister à rien. Après la chute du mur de Berlin, avec la fin annoncée du monde bipolaire, de la guerre froide, des deux blocs, en même temps que la fin des idéologies, comme on disait alors, il est apparu dans l'imaginaire collectif planétaire le spectre de cette forme molle qui l'emporte en prétendant être l'ami de tous et toutes, tout inclure, tout intégrer, sans hostilité. On comprend bien notre méfiance, notre aversion peut-être même, à l'égard de ce faux irénisme, cette fausse volonté de réconciliation. On appelle l'irénisme, dans la tradition de l'Église, tout un courant de pensée qui prétendait sans cesse, lors des conciles, réconcilier les positions contraires et viser la paix et non la guerre. À l'égard de ce faux irénisme dont on a hérité, dont nos générations ont hérité, on comprend bien notre méfiance ou notre aversion. Parce que ce faux irénisme, cette fausse réconciliation un peu ectoplasmique, elle a souvent été le masque, pendant les 30 dernières années, de l'extension forcenée de l'économie de marché, de la dérégulation, de la destruction de cultures entières, du pillage de ressources naturelles, de l'extractivisme, l'intervention militaire coloniale. Mais par réaction, on se met à croire aux vertus de l'hostilité franche et déclarée, bloc contre bloc, et à une sorte de vitalité du conflit existentiel. Hélas, je crois qu'on construit alors un piège de pensée qui est redoutable et dont on ne sort peut-être qu'après avoir fait l'épreuve déchirante d'une guerre. Comment se convaincre autrement qu'un ennemi n'est en fait jamais nécessaire, qu'on peut exister et surtout lutter d'autant mieux sans? Car le sentiment qui est vertigineux de force et de certitude de soi, qui paraissent accompagner la constitution d'un tel ennemi existentiel, eh bien, elles ont pour revers un aveuglement et une impuissance qui, je crois, finissent toujours par se révéler tragiques. Pourquoi la constitution d'un ennemi existentiel finit-elle par nous empêcher plus qu'elle ne nous permet? Je vais essayer de terminer avec ça. D'abord, je ne sais pas comment le dire autrement, parce que je crois que ça forge un caractère obsessionnel. L'ennemi, ça rend maniaque. Pour prouver qu'on a eu raison d'être lucide, de voir juste, de bien sentir qu'un tel, qui était l'objet de notre aversion physique, était un adversaire, et pire, un contraire, on force les choses. On force son jugement parce qu'on veut se donner raison. Dans un cercle vicieux, on déteste d'autant plus pour se donner raison d'avoir commencé à détester. Je le savais bien, je l'avais senti, je l'avais vu venir. La détestation instinctive vient alors s'insinuer de plus en plus dans l'analyse stratégique. Les grandes idées viennent, au milieu des corps, distinguer les amis et les ennemis. Et vu de l'extérieur, ça ressemble de plus en plus à une manie. Quand on se met à dire à quelqu'un « Oula, t'as vraiment ta tête de turc, toi, tu n'en démords pas ». Aussi, cette maniaquerie qui est suscitée par la fusion dans l'hostilité d'affect, en même temps que de stratégie politique et de grands raisonnements métaphysiques sur la vision du monde, les valeurs, ça rend autoritaire. On impose au corps d'être comme des idées, quand on distingue, jusque dans les moindres manières d'être, le bon grain de l'ivraie. Et ce faisant, nous perdons aussi. Nous perdons le sens de nous. On lutte contre avant de lutter pour. En existentialisant l'ennemi, on se rend paradoxalement plus proche de lui, c'est le cas quand on lit Schmitt, que de ses amis. Car les amitiés, elles sont désormais déterminées en négatif par l'hostilité partagée. L'amitié, elle devient indirecte. La camaraderie aussi. À force de « ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous », de « les ennemis de nos ennemis sont nos amis », ce qu'on appelle parfois, dans la tradition révolutionnaire, le campisme, on ne se connaît pas mieux. On se perd au contraire dans un labyrinthe d'abord d'alliances, puis de coalitions qui font et défont notre sens de nous-mêmes. Et il faut bien le dire, même dans la plus idyllique camaraderie politique, il n'y a jamais d'alignement parfait entre les gens qu'on juge bien et les causes que l'on défend. Pas plus qu'entre les personnes qui nous ulcèrent et le camp idéologique que l'on combat. En réalité, ce qu'il y a, c'est des affinités et des aversions, des adversaires et des alliés, des croyances et des contre-croyances. Et ça ne se recoupe pas ontologiquement, magiquement, à moins de l'affirmer pour en tirer de l'autorité. Pour toutes ces raisons, je crois qu'une pensée anti-autoritaire, c'est-à-dire une pensée émancipatrice, ne peut pas travailler à se reconnaître des ennemis. Sans cesse, bien sûr, il faut le reconnaître, il nous arrive de l'hostilité. C'est comme quelque chose qu'on doit encaisser. Les ennemis, évidemment qu'on en a, ils sont là. Nous encaissons de la haine, des offensifs adverses. Mais le travail d'une pensée émancipatrice serait, me semble-t-il, plutôt que d'y répondre, de diffracter ce faisceau constant d'hostilité pour faire la part, sans cesse, de nos aversions, de nos adversaires et de nos contraires. Par diffraction, représentons-nous la façon, dans la masse en fusion d'hostilité à quoi nous sommes exposés, de distinguer toujours différents rayons de psychologie, de stratégie politique et d'idées.
Analysons. Qu'est-ce qui relève de l'aversion? Qu'est-ce qui relève de l'adversaire? Qu'est-ce qui relève du contraire? Logique. Et puis, que faire une fois qu'on a diffracté ce faisceau informe d'hostilité qui nous vient? De nos aversions, je crois que le mieux, c'est encore de travailler à les rendre indésirables, par l'humour, les représentations, le goût esthétique, le dégoût esthétique aussi, des affinités, des amitiés, où l'on s'entend à ne pas désirer ces façons d'être et de faire, à être et à faire autrement. D'un adversaire, bien, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de le vaincre. Peut-être encore mieux de le défaire, c'est-à-dire de le rendre incapable d'agir. Du contraire, le mieux est tout simplement de le contredire, de le nier, de le rendre faux. Or, rendre tout à la fois indésirable, incapable et faux, ce serait anéantir. On lutte bien contre un ennemi pour l'anéantir, mais c'est là une confusion et une impuissance, parce qu'en fait, on ne réduit jamais rien à néant. Pour cette raison, en luttant contre un ennemi, je crois qu'on lutte moins bien, car si l'anéantissement se révèle impossible, on cesse de lutter. On se bat d'autant mieux quand on parvient à distinguer plus ou moins clairement ce qu'on déteste, ce qu'on veut vaincre et ce qu'on veut contredire. Disons donc, pour finir, que j'ai des contraires, comme tout le monde, qui orientent ce que je pense et comment j'agis. Parmi ces contraires, en ce qui me concerne, il y a l'autorité, la domination, l'exploitation, le capitalisme, le patriarcat, si je prends le temps d'en discuter ces définitions. Mais ce ne sont pas mes ennemis. Avec des amis, avec des alliés, eh bien j'ai des adversaires, des groupes d'individus, des institutions auxquels je m'oppose. Certains qui s'opposent à moi, violemment ou non, ou à des gens autour de moi. Mais cette adversité-là, elle n'est pas un contraire idéal. Elle est faite de déplacements stratégiques, de renversements d'alliances. L'adversité n'est jamais figée. Et puis, j'ai des aversions viscérales. Même si je n'aime pas ça, eh bien, je méprise, je hais, du moins je suis agacé. Mais ces aversions, elles ne font pas nécessairement adversité, non plus qu'elles ne s'apparentent à une contradiction logique. Bien sûr, sans cesse, ces différentes formes d'antagonisme, elles s'affectent, elles se déterminent les unes les autres. Ceux qui croient le contraire de ce que je crois, ils deviennent des adversaires. Parfois, ils finissent par susciter en moi une aversion profonde, et inversement. Mais ces mouvements entre mes aversions, mes adversaires et mes contraires, eh bien, ils ne fusionnent jamais dans une vérité existentielle. Ils sont circonstanciels, imprévisibles et sans fondement aucun. À condition de maintenir ces différences de registre dans l'antagonisme, je crois qu'on peut espérer ne jamais fonder et existentialiser notre hostilité tout en la reconnaissant. On peut espérer vivre sans ennemis, mais avec des aversions, avec des adversaires et avec des contraires. On peut espérer échapper à l'hostilité maniaque, à l'obsession et à l'autorité que donne presque immanquablement le fait de se reconnaître un ennemi existentiel. On peut espérer se figer un peu moins dans une détermination définitive, mais agir avec d'autant plus de détermination et lutter avec d'autant plus d'endurance et de puissance, sans ennemi. Et je vous remercie.